Les experts atlantiques avec Faisal Tadlaoui. Lundi dernier, il paraît que c'était le lundi le plus déprimant de l'année. On l'avait dit, Serksewal. Mais nous, le lundi, il est jamais déprimant parce que Serksewal revient de son tour du Maroc en vélo, qui fait le week-end. Voilà, bon, il revient un peu, il boite un peu, mais il est en pleine forme. Et puis, ça nous avait permis de parler des chiffres d'une étude qui était sortie sur le moral des cadres effectuée par recrute.com. On vous avait promis, on avait essayé d'avoir ces gens-là. Ils sont venus aujourd'hui, ils l'ont accepté. Il est 10h14, on parle de vie professionnelle, de droit du travail et du moral des employés. Et on va parler aussi du moral des employeurs, parce que c'est bien de parler des employés, mais les employeurs également. Voici vos experts. Les experts atlantiques. Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans Les Experts. Nous sommes lundi, nous sommes en direct et nous sommes ensemble pendant 2 heures jusqu'à midi. Et vous pouvez nous appeler au 05 22 95 36 70 ou 80 ou réagir sur la page Facebook des Experts. Vous avez entendu le ton et la voix ténébreuse et rauque de notre ami Sihmed Qsewar qui est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Sihmed? Très bien, ça va. Ça va? Ça va très bien. Rien de spécial. T'as un deuxième téléphone. Qu'est-ce qui se passe? T'es en train d'essayer de brouiller les pistes? Peut-être. Ouais. Pourquoi t'as un deuxième téléphone? C'est pas à moi, c'est quelqu'un qui a oublié chez moi. Oui, bien sûr. Oui. Ça, c'est suspect, ça. Ça, c'est très suspect. 10h15. Avec nous, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandra Montant, qui est la directrice générale adjointe de recrute.com. Alors, on avait évoqué votre étude la semaine dernière, et c'est vrai que c'était intéressant de vous avoir sur le plateau pour mieux comprendre, parce que cette étude, elle est intéressante parce elle a été menée sur près de 3000 employés, c'est bien ça, 2800 et quelques, bref, peu importe. Bon, bref, c'est assez significatif pour avoir une des tendances, plus que des tendances, au moins une remontée d'informations sur l'état d'esprit des cadres. Alors, je vais vous dire une chose, juste pour qu'on réponde à ça, parce que j'ai eu beaucoup de gens qui ont réagi après parce que les chiffres étaient en accès libre sur Internet, donc j'en ai lu quelques-uns, et il y a beaucoup de gens qui ont réagi. Mais on pense qu'aux cadres, et vous imaginez les employés. On avait bien souligné ça aussi, bien entendu. On n'est pas là pour faire de l'élitisme entre guillemets, mais on s'est dit, et je l'avais souligné, si nos cadres sont dans cet état, imaginez dans quel état psychologique, moral, doivent être les employés. J'aime pas dire simple, ça c'est Sewal qui dit simple employé, mais on l'a enlevé des éléments de langage. Des employés, des ouvriers, des gens qui sont... C'est ce que j'allais dire, voilà. Que diraient les ouvriers. Oui, voilà, exactement. Alors Alexandra Montant, bienvenue, merci d'être avec nous aujourd'hui, comment ça va? Bien, merci beaucoup. Tout va bien, lundi matin, pas trop dur. Vous avez mis du temps à vous garer, mais c'est comme ça. Oui, faut venir plus tôt ici. Ça confirme le stress de l'étude. Oui, voilà, on va y revenir parce que c'est important. Je rappelle le numéro de téléphone 05 22 95 36 70 ou 80 à la page Facebook des Experts. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Alors c'est vrai que pour revenir sur cette étude, qu'est-ce qui a motivé le fait de faire une étude pareille sur le moral des cadres? Alors on a beaucoup d'études, on avait reçu sur le plateau les gens qui avaient fait et c'était en partenariat avec le groupe d'ailleurs, des études sur le niveau de salaire des cadres, etc. Voilà, ce sont des éléments très comparatifs qui permettent de piloter. Pourquoi une étude sur le moral? Ça, c'est une très bonne question. En fait, déjà, pourquoi des études tout simplement? Parce que la réalité, c'est que Recrute existe depuis 12 ans et on se rend compte que, en fait, sur le marché marocain, il y a très peu d'études qui touchent à l'emploi, par les chiffres de l'HCP, mais sinon, il y a peu d'études concernant tout ça. Donc, ça fait presque plus de 2 ans aujourd'hui qu'on a décidé de faire des études, nous, sur des sujets qui nous semblaient intéressants par rapport à ce que les DRH demandaient ou parce qu'on voyait dans l'actualité. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire des études. Et pourquoi alors après? Donc on en fait tous les mois. On a fait sur les salaires de certains métiers, etc. Et pourquoi le moral? Parce que c'est un véritable baromètre intéressant qui permet aussi de savoir comment les gens vivent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ressentent
ressentent, et donc quel est l'impact sur le travail, parce que c'est quand même ce qui génère de la richesse pour un pays. Donc c'était intéressant de savoir quel était le moral. Alors on a des... Alors moi je veux juste savoir sur quel type d'entreprise, parce qu'encore une fois, on a tellement de disparités en termes de management, en termes d'attention qu'on porte à ces questions-là. Parce que vous allez me dire, moi, en lisant ça, je me dis, mais on est dans le meilleur des mondes, où on a les patrons qui ont envie de savoir comment vont leurs salariés, c'est une variable d'ajustement pour mieux manager, etc. Il y en a et de plus en plus, alhamdoulilah, mais on va dire que la grande majorité, est-ce que cette variable morale des troupes est prise en considération dans le management actuel? Vous qui faites du recrutement, est-ce que vous le ressentez ou pas? Ben bien sûr qu'on le ressent, et ça touche tout type d'entreprise qui s'interroge à ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, on voyait bien sur les résultats des gens qui ont répondu à l'enquête, parce qu'en fait, la base, c'est on a 800 000 abonnés qui ont tous plus que le bac. Donc ces 800 000, on envoie l'enquête et on s'arrête quand on a un échantillon plus ou moins représentatif de la population. Okay. Et donc après, c'est vrai que des fois il y a. Alors excusez-moi, c'est important. Vous faites pas le distinguo entre les entreprises, c'est-à-dire si. vous. Ah si, d'accord. Là, non, mais c'est important. Et on a les chiffres exacts. Par exemple, si ça vous intéresse, rapidement pour vos résumés, on a 42% des répondants qui sont aujourd'hui dans des très grandes entreprises, c'est-à-dire plus de 1000 salariés. Donc ça fait 42 dans des très grandes entreprises. Okay. Non, 25 au total. On a 42% dans des très grandes entreprises aux grandes entreprises. Okay. Les très grandes, c'est que 25%. Okay. Et les grandes entreprises, c'est 17% des répondants. Donc c'est quand même une majorité de gens, c'est presque la moitié des répondants qui sont dans des grosses PME. structures. Non mais bon, la moitié qui sont dans des PME. Et la moitié qui sont dans des PME, où il y a aussi du secteur public qui ont répondu. Et on a des TPE aussi, parce que qui sont très représentatifs du marché marocain. Oui, forcément. Et on a 21% des répondants qui sont dans des toutes petites entreprises. D'accord. Aussi. Oui, ça, aussi. C'est intéressant. Et à un moment donné, on n'avait pas ce chiffre-là la dernière fois. C'est intéressant. Ouais. Ah bah oui, il faut. Enfin, on connaît le marché marocain. Il est surtout fait de TPE et de PME. Donc c'est presque plus intéressant d'avoir ces données-là. Et d'ailleurs, vous verrez, les gens sont heureux dans ces structures. Ah oui. Oui. Dans les petites. Oui, et même dans les TPE. Bah oui, bah voilà. C'est le côté start-up, parfois. Ouais, bon après. Puis c'est on va dire, l'euphorie du départ. Voilà, c'est l'euphorie du départ, bien évidemment. Alors, si on devait retenir les chiffres principaux, est-ce que les cadres, alors ça concerne bien les cadres, on est bien d'accord. Alors, ce que vous considérez comme cadre, c'est quoi? Surtout dans une TPE. Alors, dans une grande entreprise, la nomenclature, elle est claire. Je veux dire, voilà, on peut savoir à qui on s'adresse. Mais dans une PME, TPE, on a souvent des gens qui ont des titres, ou alors qui n'en ont pas, mais qui ont la fonction du titre qu'ils n'ont pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en gros, ils peuvent avoir commercial, mais on va leur demander d'être un directeur commercial, un directeur marketing, un agent de recouvrement, etc., qui finalement est un des cadres principaux de l'entreprise. Donc globalement, en fait, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'un cadre? Alors on l'a tourné dans tous les sens, et en fait, on n'a pas vraiment inventé quelque chose, on a reproduit ce qui se faisait en France. Et donc dans les cadres, on a considéré qu'étaient cadres les gens finalement qui étaient les plus diplômés du marché marocain, parce qu'en général, s'ils n'ont pas encore les responsabilités, ce sont les gens qui vont avoir les responsabilités plus tard dans l'entreprise. Donc globalement, on a pris tous les gens qui étaient bac plus 4 ou bac plus 5, quel que soit le niveau d'expérience. On a retiré seulement les dirigeants, puisqu'on avait déjà fait une enquête spécifiquement sur les dirigeants. Ouais. D'accord. On sort juste de ça, on va revenir bien évidemment sur les résultats de cette étude, mais en même temps, vous savez qu'on répond à toutes vos questions qui ont trait au droit du travail. Et Zaïd nous pose une question sur un moment de la journée qui vous est très cher. C'est la pause. On a toujours du mal à le ramener de la pause. Encore faut-il qu'il y ait un café. Comment ça, café? Il arrive le café. Bah d'accord. Oh là là. Non, tout le temps avec des revendications. Juste pour rappeler. Tout le temps des revendications. C'est pas possible. Vous savez? Voilà. C'est pour ça que je parlais du moral des patrons. Alhamdoulilah, on a de bon moral ce matin. J'ai Zaïd qui nous dit quelles sont les règles pour la pause au travail. C'est sachant que les salariés de notre entreprise bénéficient d'une pause à midi de 2 heures, donc pour déjeuner, avec 8 heures de travail
par jour. Alors c'est vrai que la pause, est-ce qu'elle est réglementée? Au-delà, alors il y a la pause déjeuner, et puis il y a ça fait partie du moral, ça aussi, hein, ça joue aussi. Hein, la pause déjeuner, puis les pauses, parfois les pauses cigarettes ou les pauses balcon ou les pauses terrasse au milieu de la matinée, au milieu de l'après-midi. La pause repas est réglementée et ne doit pas dépasser en principe 1 heure, surtout pour les entreprises qui travaillent en continu. Alors maintenant, les petites pauses, 5 minutes, 10 minutes, etc., pause café, pause cigarette, là, ça relève plutôt du règlement intérieur. Ça tient compte plutôt de l'activité. Alors, par exemple, les pauses dans un centre d'appel n'ont rien à voir avec les pauses dans le BTP. Donc, ça relève un petit peu de l'autorité de l'entreprise. Sachant que c'est pas une obligation légale. Donner une pause café ou une pause cigarette n'est pas une obligation légale. Mais dans la pratique, ça se fait. Toutes les entreprises le font, et surtout lorsque l'activité l'exige. Ce que je sais par exemple, que dans les centres d'appel, ils sont très fréquentes les petites pauses. Pourquoi? Parce que le type de travail est relativement contraignant et du coup le salarié a besoin de cette petite pause. Mais alors cette pause-là, justement, parce que on a souvent eu des questions sur l'abus de pause. C'est pour ça que je parlais de vous pour l'abus de pause. C'est pour ça que je parlais de ça. Oui. Mais ça, par exemple, est-ce que faut que ça soit des entreprises structurées, on ait des systèmes de pointage même pour la pause, faut en arriver là, parfois? Parce que la question en filigrane... Certaines entreprises le font. Moi, je me rappelle très bien d'une entreprise où j'avais fait une formation et même la pause, par exemple, un salarié qui veut fumer une cigarette, il doit pointer sa carte. À l'aller et au retour. Donc ça relève de l'autorité de l'entreprise, c'est l'organisation du travail. Et l'organisation du travail relève de la seule autorité de l'entreprise. Elle peut parfaitement réglementer les pauses, sachant que déjà la loi ne l'a pas réglementé. Donc l'entreprise peut parfaitement le réglementer. D'ailleurs, une entreprise zéro tabac, ça fait porter aussi de la RSE. Donc éviter les pauses cigarettes, ça serait plutôt pas mal. Vous avez la formule du bonheur? Parce que ça, il y a une formule mathématique du bonheur. Hein. Je vais pas vous la lire parce qu'elle est lisible, j'y comprends rien. Mais pourquoi je vous pose cette question-là, c'est que là, c'est du déclaratif. Vous avez demandé aux gens s'ils se sentaient bien, s'ils avaient le moral, c'est-à-dire en gros, mais vous avez pas pris de critères qui permettent finalement d'essayer de comprendre ou de décrire le cadre de l'entreprise qui pourrait contribuer finalement à un moral suffisant. Là, c'est du déclaratif. Oui. Ouais. Exactement. Et c'est très intéressant de voir comment les gens perçoivent le bonheur au travail, parce que vous verrez dans les questions, on leur demande comment vous vous sentez aujourd'hui. Oui. Mais tout le monde n'a pas la même définition du bonheur. Oui. Et ça, c'est très intéressant. Mais rassurez-vous, bon, là, on n'a pas parlé de bonheur, on a parlé de morale. Mais oui. Bon. Mais c'est lié souvent. C'est lié, ouais, c'est ça. C'est lié. D'ailleurs, c'est tellement lié que vous verrez très prochainement, nous lancerons un baromètre justement pour mesurer la motivation et le bonheur au travail des collaborateurs. Parce que c'est lié à la motivation. Et là, il y a des critères très spécifiques parce qu'il y a des dimensions qui sont vraiment analysées. Là, on a vraiment laissé de façon globale. Et d'ailleurs, pour voir les dimensions qui étaient importantes pour les cadres, pour dire justement est-ce qu'ils sont heureux ou non, on leur a demandé à eux de définir quels étaient les facteurs qui étaient les plus importants pour eux, pour leur motivation. On l'a fait plutôt en déclaratif. Et c'est comme ça qu'on a les 5 grands facteurs qui motivent, et donc qui normalement rendent heureux les collaborateurs. Et c'est quoi ces 5 grands facteurs? Alors, c'est le salaire. Oui. C'est très mais c'est très surprenant parce qu'on avait fait plus ou moins la même étude il y a quelques années et le salaire était le 5e facteur. Aujourd'hui, on le dit haut et fort. C'était quand ça? C'était, je vous ressortirai la date là. Non mais il y a quelques années ou quelques mois? Quelques années. Quelques années. Il y a au moins 3 ans. Oui, tout a augmenté depuis. Oui. Non mais mais c'est vrai. Mais oui, c'est le niveau de vie. Voilà. C'est pas compliqué. Certainement. En fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on le dit haut et fort. Le salaire est le premier facteur de motivation. Ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans. Voilà, mais exactement. Exactement. Okay. Donc le salaire. Ensuite. L'ambiance au travail. Bon on est plutôt pas mal là. Oui. On parlait C'est bon. On parlait de pause, on parlait de café. Tout ça contribue à l'ambiance au travail, ce sentiment de liberté qu'on peut offrir aux gens, très important. Le 3e facteur le plus important, ce sont les missions.
Oui. les missions professionnelles. Le 4e sont les relations. Là, on passe dans toutes les relations humaines, puisque le 4e facteur, c'est les relations avec les collègues. Ah, déjà. Oui, mais avec les collègues. Et ne vient C'est qu'après, en 5e, les relations avec la hiérarchie. Donc finalement, c'est presque plus important d'avoir de bons collègues, enfin, qui deviennent des amis, qu'un manager qui vous casse les pieds. Oui. On supporte mieux le manager qui casse les pieds quand on a des collègues sympathiques. D'accord. Voilà. Ah, bah, vraiment, moi, je suis très surpris de trouver la relation hiérarchique en dernier lieu. Oui. Qui était plus avancée aussi dans les dernières, dernières enquêtes. Parce que pour moi, c'est plus contraignant de supporter un manager qu'un collègue, là. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts, il est 10h37, nous sommes ensemble jusqu'à midi, nous sommes en direct, vous nous appelez 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts. Avec moi aujourd'hui Alexandra Montant, directrice générale adjointe de recrute.com qu'on a invité pour qu'elle nous parle des résultats de l'étude sur le moral des cadres et c'est Ahmed Ksewer qui a le moral toujours. Je veux juste que vous témoigniez. Vous avez eu vos cafés ? Oui. Vous avez eu vos cafés ? Oui. Il est bon ? Il est délicieux. Ah bah voilà. Donc allez dire qu'on vous Il y reçoit a de pas quoi bien être ici. heureux, quoi. Et ben Oui. voilà, Ouais. c'est tout. Voilà, il suffit d'un Un café. petit quelque chose. Un petit café. Un café, on est heureux. Voilà qu'elle est. C'est tout. 10h38, on a Mohamed au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Assidi. Monsieur Tadlaoui, vous allez bien? Alhamdoulilah et vous? Ça va. Bonjour aussi à M. Ksewer et à madame. Bonjour, c'est Mohamed. Ça va, vous allez bien? Très bien. Bien. En fait, je vais être bref. C'est juste une question parce que je suis au boulot. Oui, ça c'est bien. En fait, je travaille dans un centre d'appel. Nous sommes plus de 200 personnes, Ouais. de collaborateurs. L'activité, ça fait plus de 2 ans. Et en fait, aujourd'hui même, je dois faire signer un avertissement écrit à une collaboratrice. Et la collaboratrice, en fait, elle veut la présence d'un délégué de personnel. Est-ce que c'est faisable, s'il vous plaît? Alors. Non, c'est pas une obligation. La présence du délégué du personnel lorsqu'il s'agit d'une audition pour une sanction de 3e degré et plus. C'est-à-dire que pour l'avertissement, pour le blâme, on n'a pas besoin de présence de délégué. Maintenant, il y a certaines entreprises qui font l'audition même pour des sanctions de 1er degré. C'est-à-dire, quel est l'objectif? C'est-à-dire permettre aux salariés de s'expliquer, de se défendre. C'est tout. Donc, il y a des entreprises qui accordent ce droit même pour les sanctions de 1er degré. Maintenant, légalement, non. C'est à partir du 3e degré et 4e degré que l'audition est obligatoire. Et là, le délégué bien sûr, doit être présent. Donc, en fait, la personne veut juste une confrontation avec la personne qui l'accuse des insultes. Mais vous n'êtes pas obligé. Le pouvoir disciplinaire est du ressort de l'entreprise. Maintenant, si vous voulez pousser les choses un peu plus loin et avoir le cœur net, vous pouvez le faire. Rien ne vous empêche. D'accord, merci beaucoup. Merci. Bonne journée, messieurs, dames. Merci à vous. Bonne journée et gardez le moral. Voilà, c'est essentiel. Voilà. On a Salah au bout du fil. Bonjour Salah. Bonjour, monsieur Tadlaoui. Oh là 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 là, Salah. Y'a que moi qui te sauve. Je m'arrête. Ouais. Ça y est, j'ai l'oreille. Ils essayent de m'avoir à chaque fois. Parce que j'ai dit. J'ai coupé le moteur, c'est bon. Non mais couper le moteur, ça me prouve pas que vous n'êtes pas en train de rouler encore. Non, ça y est, croyez-moi, je vais arrêter. Alors, Allez-y, Salah. On connaît les règles avec vous. Merci à vous, on bonjour, vous écoute. Tadlaoui. Bonjour à vos invités. Bonjour. Je voudrais commencer par une remarque, monsieur Tadlaoui. Pourquoi vous êtes sévère et méchant avec monsieur Ksewer? Pourquoi tu es méchant avec moi? Allez, explique-toi. L'audition. Parce qu'il y a des choses qui se passent en coulisses que je ne peux pas dévoiler. Est-ce que parce que vous l'aimez tellement ou bien c'est le contraire? Non, je l'aime pas, je l'aime pas. Je l'aime pas du tout. Et je sais pas quoi faire parce qu'on peut plus s'en passer. Vous le demandez tous et voilà. Alors, vous écoutez ça là. J'ai 3 petites remarques à faire. Premièrement, concernant cette enquête, moi je trouve qu'elle est bonne. Hein. Mais ma question, est-ce que les responsables des entreprises, voient en elle une référence pour dans l'avenir améliorer les qualités du travail, les marques de la société et tout. Ma deuxième question, c'est concernant la question que
comment vous vous sentez aujourd'hui. Ouais. Cette question serait peut-être mal comprise, parce que la question, à mon sens, serait comment vous vous sentez depuis que vous avez intégré l'entreprise. Et puis, ma troisième, c'est question de bonheur. Moi, je crois qu'il vaudrait mieux peut-être parler de plaisir, parce que le bonheur, c'est un peu relatif. Et ma troisième remarque, c'est concernant les missions. Est-ce que madame qui est à la tête de cette recherche ne voit pas que peut-être, dans un sens, les missions constituent une sorte un facteur de frustration pour certains cadres? Je vais m'expliquer. Allez-y, oui. Moi, je suis dans un établissement où on prépare un peu les élèves pour intégrer les grandes classes. Et on attire leur attention sur à la fois les qualités professionnelles à acquérir et les qualités aussi communicationnelles. Parce qu'un cadre, imaginons que nous avons 2 cadres dans une entreprise. L'un, c'est-à-dire les 2 sont compétents sur le plan professionnel. Il y en a un qui sait communiquer, l'autre il sait pas communiquer. Oui. La langue, de maîtriser l'expression, de maîtriser. Donc il sera toujours avantagé dans les missions parce que, si vous voulez, c'est la personne qui va représenter remarquablement l'entreprise. Et l'autre, voilà, donc d'un autre côté, elle sera un petit peu frustrée. Voilà mes 3 remarques. Et je salue votre invité, hein. On nous l'aimons très bien, hein, beaucoup, monsieur Oxéoué, hein. Bon, on a merci, bien c'est ça là, merci. C'est ça qui me dérange. C'est ça qui me dérange. Je peux rien faire. Il est jaloux. On peut pas le mettre en placard, on peut pas s'en débarrasser, je peux rien faire. Merci, c'est ça là, merci beaucoup. Alors, Alexandra, vous avez des questions qui vous sont adressées. Alors, notamment, on en a parlé de la notion de bonheur. Si Salah nous parle de plaisir. Alors, c'est vrai que, voilà, cette notion-là, elle est tellement subjective qu'on peut se demander, voilà, comment on lit entre les lignes. Alors en fait le plaisir et le bonheur sont très liés et c'est vrai que dans les questions nous aussi on l'a associé en demandant est-ce qu'ils étaient heureux, est-ce qu'ils avaient du plaisir au travail, parce que les deux vont ensemble. Après ce qui est important à se poser comme question, c'est qu'est-ce qui procure du plaisir au travail, et c'est là où on voit, et vous l'avez très bien dit, vous l'avez dit tout à l'heure, les missions peuvent démotiver les gens. De la même façon que ça peut les démotiver, ça peut les motiver, et c'est très important en fait de donner de faire des entretiens annuels de fin d'année, d'avoir un plan de mission bien défini, de valider discuter les missions avec le collaborateur, tous ces éléments qui peuvent donner une feuille de route claire pour le collaborateur, validée par lui, en accord avec la management, et qui permet finalement d'avoir des missions qui répondent plus ou moins aux attentes, et donc participer indirectement au plaisir au travail de son collaborateur. Et juste pour revenir, parce que tout ça c'est lié, la première question et la première remarque que vous avez faite, c'est est-ce que les dirigeants prennent en compte ces enquêtes-là qui sont faites? Alors la réponse, elle est double, oui. D'ailleurs, souvent c'est eux qui les demandent. En tout cas les DRH. Et la deuxième raison qui confirme que ça intéresse les dirigeants, c'est si vous regardez la presse aujourd'hui ou les médias de façon globale, on n'arrête pas de parler de bonheur au travail, d'entreprises attrayantes. Et d'ailleurs, un des sujets qui revient souvent autour du bonheur au travail, on voit même des entreprises qui recrutent aujourd'hui des responsables du bonheur au travail. Oui, bon, ça reste encore très confidentiel, hein. C'est rare, mais bon, oui. C'est du marketing. C'est, au contraire, c'est pas tellement confidentiel. On avait parlé de la marque employeur, c'est-à-dire voilà, toute cette façade qu'on doit, enfin façade, il y en a, c'est vrai, qui veulent attirer de bonnes compétences, etc. Tout le monde veut le mouton à 5 pattes, mais là vous l'avez bien dit, il y a le salaire qui est comme première considération. Tout le monde veut le mouton à 5 pattes en payant 3 pattes, c'est ça le problème. Oui. Ouais. Même si on voit une surenchère des salaires sur les dernières. Sur lesquels on a bien vu, hein, les niveaux de salaire, on se croyait dans un autre pays, hein, voilà, quand on a vu des niveaux de salaire, ouh. Alors, on reviendra là-dessus parce que pour l'instant, on n'a pas encore donné. Hein, on l'a donné la semaine dernière, mais vous nous avez pas donné votre vision des résultats en termes de morale. Mais j'ai une question pour vous d'un auditeur qui nous dit qu'il a une question toute simple, qui est pas par rapport à ça, qui est par rapport à votre métier de recruteur. Il dit pourquoi au Maroc, et il a l'air dépité, pourquoi au Maroc, lorsqu'on postule un emploi, le recruteur ne prend pas le temps de faire un petit geste au demandeur d'emploi pour lui dire merci pour votre candidature, mais nous n'avons pas pu y donner une suite favorable. Ça, c'est vrai que, alors lorsqu'on parle de morale, là on parle de morale de gens qui ont déjà un travail, imaginez le moral des gens qui sont en recherche de travail, et que on a l'impression, et ça revient très souvent, qu'il n'y a pas de manière de faire. Alors je dis pas,
je sais pas si c'est votre cas, mais j'imagine que j'ose espérer que non. Mais en tout cas, c'est vrai que ça, tout le monde a vécu ça à un moment ou à un autre. On envoie, et puis on reçoit jamais de rien, même si voilà, c'est oui ou je vais pas dire le terme. Au moins comme ça, les choses sont claires. Ça, vous faiêtes ça, vous? J'adore votre question, Faisal, et je vous remercie de la poser parce que moi, c'est mon grand désespoir depuis 12 ans que Recrute existe. Encore aujourd'hui, moins de 1% des recruteurs répondent par la négative aux candidats. Ouais. Et pourtant, on n'ose pas dire non, c'est ça? Ou on prend pas le temps? On ne prend pas le temps. Oui. On prend pas le temps aujourd'hui. Et pourtant, je peux vous dire que c'est très simple, en tout cas pour les entreprises qui diffusent leurs annonces sur recrute.com. En un clic, elles peuvent envoyer les lettres de regret. D'ailleurs, les choses ne se faisant pas, on a même pris la décision il y a 1 an de répondre aujourd'hui automatiquement par la négative aux candidats dont le CV n'était pas ouvert après envoi sur une offre d'emploi. Donc on a décidé de le faire à la place des entreprises parce que l'impact auprès des entreprises est très fort. Parce que ce que les entreprises, et ce que je répète toute la journée, doivent savoir, c'est que le premier moyen pour un candidat aujourd'hui pour choisir une entreprise, c'est le réseau. C'est ce qu'on raconte sur cette entreprise-là. Alors, c'est les gens qui y travaillent, c'est les gens qui sont venus passer des entretiens, c'est les gens qui ont postulé. Et il n'y a rien de pire qu'avoir une entreprise où on lui dit, tu te postules, de toute façon, tu n'as aucun retour, ça les intéresse pas. Donc, c'est une image très négative, et c'est d'ailleurs pour ça, et pour l'entreprise et pour recrute.com aussi, qu'on a pris la décision de répondre par la négative. Mais je comprends que ça soit frustrant, c'est une réalité, mais si ça peut rassurer, en France, c'est pas beaucoup mieux. D'accord. Bon, voilà, au moins c'est dit. Hassan, on parlait de la pause tout à l'heure. La pause du vendredi pour la prière. Est-ce que c'est une pause ou un congé ou est-ce que c'est prévu par le Code du travail? C'est vrai ça? Ce n'est ni l'un ni l'autre. Ah oui. Non. Ce n'est pas prévu. Non, c'est pour l'administration, oui. Pour l'administration, oui. Il y a un texte réglementaire qui demande aux administrations de donner des facilités. D'accord. Alors là, ces facilités. Oui, oui. Vous comprenez. Oui, on les connaît le vendredi. Oui. C'est 11h, 16h. Voilà. Non, je plaisante parce que c'est pas pour tout le monde. Mais en gros, il y a de ceux qui abusent, c'est ça. C'est un fait, tout le monde l'a remarqué. Oui. Il faut. Pour le privé, c'est plus une pratique qu'une disposition légale. Donc c'est d'autant plus que c'est un peu subtil comme question et du coup les entreprises c'est pas subtil, c'est sensible. Voilà, donc c'est sensible et c'est même un peu glissant pour certaines. Je vois pas. Oui, mais bon, les entreprises préfèrent quand même donner des facilités et éviter toute polémique sur la question. On a Asdine au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Faisal. Bonjour, c'est Sewal. Comment allez-vous? Alhamdulillah, c'est Asdine. Très bien, voilà. J'ai une petite question. Je voulais savoir si un employé étranger avait le droit d'obtenir la prime d'ancienneté prévue par le Code du travail. Je pose cette question parce que je sais que l'employé étranger a toujours de plein droit un contrat CDD et non pas un contrat CDI. Qu'en pensez-vous? À votre avis? À votre avis. Alors, je vous renvoie ça fait partie, c'est notre marronnier à nous, avec le droit de grève, avec les indemnités en brut et en net. On a ces dossiers là qu'on suit constamment et à mon avis qu'on va suivre encore pendant 50 ans. Alors écoutez, la prime d'ancienneté d'abord, c'est une disposition d'ordre public. Elle est prévue pour tout le monde, pour tout salarié qui a 2 ans de service continu ou discontinu. Et du coup, un salarié étranger a le droit à sa prime d'ancienneté au même titre que tout le monde. Je ne vois pas pourquoi on va l'exclure. À partir du moment où il arrive à cumuler 2 années de service, automatiquement, ça lui ouvre le droit à sa prime d'ancienneté. Là, le CDD ou CDI, peu importe. Oui. Et moi, je dirais même, dans les activités saisonnières, la prime d'ancienneté est due chaque fois que le salarié atteint 24 mois de service discontinu. Oui, pour les nationaux, parce que... Non, personne n'est écarté, personne n'est exclu. Pour tout le monde. Oui. Enfin, c'est ce qui est censé, c'est ce qui serait censé, c'est ce qui devrait être appliqué. Non, c'est une réalité. Ça se discute même pas. La problématique du CDD pour l'étranger, c'est au niveau des indemnités.
c'est une aberration, c'est une injustice. On l'a toujours dénoncé ici même sur antenne. Absolument. Et on continuera à les dénoncer parce que ça n'a aucun sens. Oui. Très bien. Voilà. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci à vous. Merci. Alors, on va revenir avec Alexandra Montant sur les résultats de cette étude. Alors, est-ce que nos cadres ont le moral ? Très bonne question. Est-ce que nos cadres ont le moral ? Dans quel état sont-ils ? Et alors ça a été fait fin 2017, on est bien d'accord ? Oui, en novembre. Voilà, donc c'est fin de l'année. Je pense que vous avez choisi le moment avec le moment opportun, parce que c'est à la fin de l'année, on est quand même en état de fatigue mentale, physique, nerveuse. Il fait gris, il fait froid. Mais il y a aussi les prémices des primes de fin d'année. Pour ceux qui en ont. Ouais. Mais généralement, dans les grosses structures, c'est... Ceux qui ont le 14e, 15e et 16e mois. Ouais. Alors, dans quel état ils étaient, fin d'année 2017, nos cadres ? Alors, globalement, plutôt stressés, oui, mais quand même plutôt positif, parce que en fait il faut différencier deux choses, et ce qui est intéressant dans les résultats, l'analyse des résultats, c'est la façon dont on a posé la question. On leur a demandé d'abord globalement comment ils se sentaient aujourd'hui. Oui. Alors c'est clair que c'est lié au travail, etc. Mais quand on vous pose une question comme ça, vous répondez aussi de façon générale. Comment je me sens aujourd'hui ? Oui. C'est pas que le travail, c'est aussi l'environnement global. Et après, on leur a demandé plus spécifiquement ce que leur travail leur procurait. Donc en fait, je vais vous donner ces résultats parce que c'est intéressant. Quand on leur pose la question de globalement comment vous vous sentez en ce moment, à 53%, ils ont des résultats plutôt positifs. C'est-à-dire, il y a 16% qui sont sereins, il y a 18% qui se disent heureux, et il y en a 19% qui se prononcent pas, qui sont indifférents, donc plutôt positifs. En tout cas, quand on dit rien, c'est qu'on est plutôt dans le positif. Parce qu'en général, quand on n'est pas content, alors là, on le crie haut et fort. Oui, exactement. Oui. Alors que il y en a qui s'en privent pas. Il y en a qui ne s'en privent pas, et quand la parole est donnée, on va surtout pas se priver. Ouais. Donc 53% ont plutôt des sentiments positifs. Donc les Marocains sont plutôt, en tout cas bac+4, bac+5 sont plutôt bien positifs. Et 47% par contre ne se sentent pas bien en ce moment, puisque 33% se disent stressés, ce qui est quand même important. 8% se disent malheureux. Alors là, on est vraiment au plus bas du négatif. Hein. Et il y a 6% de plus que stressés, puisqu'ils sont énervés. Ils sont en colère. Ah ouais. Ouais, oui, énervé, c'est la colère, c'est la rage. D'ailleurs, on le verra, 12% des cadres ressentent du rejet pour leur entreprise. C'est un chiffre qui est énorme. Vous imaginez, dans n'importe quel département, vous avez 10% des gens qui vous détestent. Ouais, c'est sympa. Ça fait réfléchir, hein. Ça fait réfléchir quand on arrive au boulot. Hein. Bon, alors après, je regardais quand même au niveau international pour comparer ces chiffres-là, et on est tout à fait dans les normes. D'ailleurs, les résultats de l'enquête sont celles de pays industrialisés européens. On est dans la moyenne, on est dans les normes. Donc il y a rien de spécifique au Maroc. Moi je trouve d'ailleurs que 53% qui ont des sentiments plutôt positifs, c'est quand même bien. Les Marocains sont les cadres marocains. Les cadres marocains sont plutôt Parce que bien. moi j'aimerais bien une étude sur les ouvriers, les bas salaires, des gens qui parfois et beaucoup dont les droits sociaux sont souvent bafoués, etc. Oui, voilà, sont les gens qui souvent nous appellent aussi, qui nous disent que après 20 ans ils se rendent compte qu'ils sont pas déclarés à la CNSS, ou alors qu'ils ont non mais c'est vrai, tout ça c'est une partie de la population qu'il faudrait sonder. Et là, à ce moment-là, je pense qu'on aurait de gros résultats à commenter. Hein. Grande surprise. Et je l'aurais fait avec plaisir, mais malheureusement, dans nos 800 000 abonnés, ce sont surtout des gens de l'enseignement supérieur, donc peu de cette population-là. Sinon, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir cette vision-là. Donc, pour finir par rapport à nos résultats, donc comment ils se sentent aujourd'hui, on vient de traiter les résultats, et après, on leur dit concrètement, qu'est-ce que votre travail vous procure ? Et alors là, 58% disent que leur travail leur procure des sentiments négatifs. 58% ? Oui, au total, puisque 49% disent que ça leur procure du stress et de la fatigue morale. Donc quand même 49% des cadres ressentent du stress et de la fatigue morale. 9% ont des insomnies. C'est dire le niveau de stress quand ça commence à atteindre le sommeil. Donc ça fait 58% des gens qui se sentent quand même stressés au travail. Alors ça veut dire que c'est beaucoup, quoi. Oui, c'est énorme. Mais Bon, alors après, on a quand même 16%
qui ressentent du bonheur ou du plaisir, qu'on a rangé dans la même catégorie. Donc on a 16% des collaborateurs cadres qui sont heureux, mais qui sont stressés. Et dis donc. Et d'ailleurs, quand on pose la question différemment plus tard, on se rend compte que les gens sont stressés au travail, mais bon, des fois, ils ont beau être stressés, ça les empêche pas d'être heureux quand même. Donc, il y a du stress positif et il y a du stress négatif. Le tout, c'est que l'entreprise doit réussir à créer du stress positif et non pas négatif. Dans certaines limites, bien entendu. Oui. Bon. Alors, je reviens juste sur mon hypothèse d'explication tout à l'heure d'une donnée que vous nous avez mis en évidence, à savoir que la hiérarchie, la relation avec la relation hiérarchique finalement n'était pas la première des sources d'insatisfaction quoi, ou de stress. C'est dû à la digitalisation. J'ai mis cette piste-là, mais est-ce que c'est quoi? C'est un changement global de management dans ce type de structure, les grandes entreprises où on arrive. Alors soit la digitalisation, soit des modes de management participatif. Est-ce que ça influe là-dessus? Je pense que c'est pas la digitalisation qui impacte ça. Je pense que on a demandé aux gens quels étaient leurs facteurs de motivation et la hiérarchie est arrivée en 5e position, donc dernière position sur les 5 facteurs qu'on avait demandé. Je pense que tout simplement c'est que on est prêt à supporter un manager qui nous convient pas si les autres facteurs sont présents, c'est-à-dire si on gagne bien sa vie, s'il y a une bonne ambiance de travail, si on a des missions intéressantes et des relations de travail avec ses collaborateurs intéressantes, alors on est en mesure de supporter un manager qui est négatif. Mais il y a une chose qui n'a pas changé et on le voit aujourd'hui régulièrement dans les recrutements, c'est souvent on ne quitte pas une entreprise, on quitte un manager. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Si vous venez de nous rejoindre, vous le savez, le lundi c'est vie professionnelle et de droit du travail. Aujourd'hui, focus sur l'étude, sur le moral des cadres avec Alexandra Montan, directrice générale adjointe de Recrute.com, qui a mené cette étude. C'est Ahmed Rsewal qui a mené une étude sur lui-même, sur son moral, c'est-à-dire qu'il s'est questionné pendant la semaine. Puis les résultats sont très significatifs sur son échantillon à lui. Je suis au niveau de l'analyse. Voilà. 05 22 95 36 70 ou 80 la page Facebook des experts. On a Rita. Bonjour Rita. Oui, bonjour Monsieur Faisal. Comment ça va? Bon, ça va très bien, merci beaucoup. Je vous remercie, je suis une grande fan de l'émission. Merci beaucoup pour pour la qualité de l'émission, pour la qualité des intervenants. Voilà, au revoir, à bientôt. Merci. Suivant pour des compliments. On vous écoute, Rita, c'est gentil. Merci beaucoup. Alors, donc, je vous expose mon problème. C'est toujours dans le cadre du moral aussi des cadres. Je suis cadre dans une multinationale. Actuellement, je suis enceinte de 5 mois. J'ai annoncé ma grossesse quand j'avais 2 mois. Et donc, mon directeur général... qui est mon supérieur direct, m'avait conseillé de la garder, c'est-à-dire de garder cette information pour moi pour le moment, jusqu'à atteindre les 3 mois. C'est ce que j'avais fait. Sauf qu'à ma grande surprise, je reçois un appel de la responsable ressources humaines d'un autre pays qui me dit que malheureusement, dans le cadre d'une restructuration, je vais plus occuper le même poste, mais je serai dégradée et que c'est un collègue direct qui va occuper le même poste. Toujours dans ce mois, je reçois un autre appel en me disant que quand je vais accoucher, on va rompre le contrat, on va mettre terme à mon contrat. Donc du coup, plusieurs informations d'un coup. Une grossesse qui a été mise en danger parce que là, c'est-à-dire je me suis évanouie du travail, il y avait beaucoup de séquelles. Le pronostic même vital de mon bébé, il est en danger. Et donc maintenant, je ne sais pas quoi faire parce que là, j'ai une information qui n'est pas formalisé, qui me dit qu'en septembre, on va rompre le contrat juste après ma reprise de mon congé maternité. C'est-à-dire il y a beaucoup de bruit de couloir, des personnes qui me disent Rita, ça vient et ça part et ça vient là. Je ne sais pas si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de réseau, mais en gros, je vais juste vous poser une question. Depuis quand vous travaillez dans cette entreprise? 3 ans. 3 ans. Okay. Et votre grossesse date de quand? Enfin, quand vous avez annoncé votre grossesse, c'était quand? C'était il y a 2 mois. Il y a 2 mois.
D'accord. Oui. Il y a 2 mois, vous étiez à il y a 2 mois, vous étiez à 2 mois et vous l'avez annoncé à votre responsable, enfin votre manager direct. Voilà, et il vous a conseillé d'attendre 3 mois. Alors moi, j'aimerais encore arriver à ce point-là, sachant que c'est une multinationale. Alors que souvent, on dit que les multinationales ont les meilleures pratiques, etc. Politique RSE, voilà, respect des droits, l'éthique, etc. Lorsqu'on parle de parité en entreprise, bon, on en est encore loin, ça on le sait, on en est encore très loin, mais on est tout le temps dans la stigmatisation de la femme enceinte, alors que ça soit dans l'entreprise marocaine, et là, dans la multinationale. On a encore du chemin à faire. Hein. Je dis ça parce que, encore, je veux pas généraliser, mais ce type de cas, on en a tellement souvent sur cette antenne. Alors, soit des femmes qui nous appellent et qui ont la trouille, qui nous disent « Je suis enceinte, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je dois le dire ? Je dois pas le dire ? Qu'est-ce qui se passe ?» On est quand même... Mais c'est fou d'être en 2018, et surtout dans une multinationale, à en être à ces extrémités-là. Non, Alexandra. Après, je passerai la parole à Cirque Sewol parce qu'il y a la loi. On dit que la femme, vous allez me servir comme d'habitude que la femme enceinte est protégée. Bon, voilà, mais protégée par la loi, mais en même temps, voilà, regardez ce que ça donne. On est en train de lui bousiller le moral dans un état de santé dans lequel elle est fragile, etc. C'est quand même quelque chose qui a... C'est pour ça qu'en Europe, on en est arrivé à faire des lois pour la parité, pour donner des chances à la femme, parce que elles n'en ont pas beaucoup. Donc on y arrivera aussi ici, je pense. Et vous, en tant que recruteur, est-ce que, je vous pose la question, est-ce que les employeurs vous donnent des consignes par rapport aux femmes enceintes ? De vérifier que la femme n'est pas enceinte, ou de demander, ce que je trouve moi aussi très tendancieux et très gênant, de demander, est-ce que vous comptez avoir des enfants ? Vous avez un enfant, est-ce que vous comptez en avoir un deuxième, etc. Alors, je sais que c'est délicat, mais bon. Je n'ai pas directement la question parce que nous, on est un média, donc finalement, les entreprises viennent, postent les annonces et elles gèrent à leur niveau. Mais c'est clair que la femme enceinte, c'est toujours problématique pour l'entreprise. Parce qu'au-delà des 9 mois de grossesse, on sait très bien qu'une femme qui, dans les premières années qui suivent la naissance, va être avec un engagement souvent qui peut être moins important. Donc ça fait peur à l'entreprise parce qu'ils savent pas forcément gérer et c'est une erreur grosse parce que la femme, aujourd'hui on parle de télétravail digital, là pour le coup ça marche très bien et il faut savoir évoluer, mais toutes les entreprises n'ont pas forcément envie d'évoluer. Oui, mais bon, la femme enceinte c'est une donnée structurelle de la société, de l'humanité. Alors d'un autre côté, moi je suis au courant on voit beaucoup de choses très positives pour la femme quand même, parce qu'aujourd'hui souvent sur certains postes, les entreprises préfèrent des femmes plutôt que des hommes. Alors ça sera jamais indiqué, mais par contre je peux vous dire que les femmes prennent beaucoup de place aux hommes aujourd'hui dans certains types de postes. Parce que la femme est engagée, la femme travaille beaucoup, la femme respecte ses engagements, tout ça. On voit souvent des entreprises qui nous disent nous on voudrait une femme pour ce poste-là. Bon, alors Cirque Sewol, pour Ritza qui a l'air dépitée, on la comprend bien parce que non seulement il y a rien de formalisé, c'est qu'on est en train de laisser de lui pourrir la vie derrière, de lui dire regarde, c'est quand tu vas accoucher, on va mettre terme, mais il y a un moment c'est... Moi ce que je peux conseiller à Ritza, alors bien sûr du point de vue légal, la femme enceinte elle est censée être protégée, elle est protégée par des dispositions légales, mais maintenant comment on va mettre en œuvre ces dispositions, c'est ça le problème. Parce que l'entreprise est même censée améliorer les conditions de travail pour la femme enceinte. Et là, on lui pourrit la vie. Mais là, plutôt, c'est le contraire. Moi, ce que je voudrais conseiller à Rita, comme l'entreprise n'a pas formalisé, il n'y a pas d'écrit. C'est des coups de fil de la RH, de la maison mère, etc. Moi, on va inverser. Je demande à Rita d'inverser les rôles. Au lieu que ce soit la direction qui écrit, c'est Rita qui doit écrire. Donc, vous allez, à mon sens, à mon avis, écrire officiellement à la direction générale relatant ces faits. Vous leur dites que j'ai reçu tel jour, j'ai annoncé ma grossesse, tel jour j'ai reçu telle communication pour tel et tel événement, après j'ai reçu telle communication pour annonçant telle et telle situation. Je demande des explications, tout simplement. Et c'est une façon de préparer
éventuellement le dossier en cas de contentieux. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez rien du tout. Vous êtes à votre poste de travail. Toute décision qui viendrait après, peut-être on peut dire, c'est les besoins de service. Donc, il va falloir que vous prépariez le terrain, pour dire que c'est pas des nécessités de service, c'est prémédité et ça a été décidé suite à ma grossesse. Donc, moi, je vous invite, à mon avis, c'est un simple avis, que vous preniez le rôle de les saisir officiellement et leur demander des explications. Mais surtout, alors autant je peux pas accepter, mais je peux comprendre dans une petite structure, une TPE, que une ressource clé qui doit aller accoucher, que ça a un impact, et encore, bon voilà, on peut trouver un moyen personne n'est indispensable, même si on a la meilleure ressource, on peut comprendre à la rigueur, mais dans une multinationale, qui a les moyens finalement de remplacer les gens, de prendre le relais, et puis surtout c'est apparemment ce que nous a dit ça, c'est la maison mère. Elle a reçu un mail de la maison mère lui disant que c'est ce qui me choque le plus. Ben oui, voilà. C'est choquant quand même. Ah bah oui, c'est choquant. Par téléphone pour pas laisser de preuves. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça moi que je conseille à Ritza d'écrire. Voilà, écrivez, prenez les devants et tenez-nous au courant la semaine prochaine, Ritza, s'il vous plaît. Comme ça, on verra ce que ça aura fait. Mais faites-le. De toute façon, voilà, il y a un moment, faut sortir les dents. C'est un fait. La situation est là, donc. Vous mettez pas en situation de victime. On a Mohamed Amin au bout du fil. Bonjour. Bonjour, Monsieur Tadawi. Comment ça va? Ça va et vous? Très bien. Je vous dis bonjour à vous et à vos invités que je salue d'ici. Bonjour. Alors, j'ai deux interventions, deux petites interventions. Question plutôt. Alors, l'une porte sur le stress et en relation avec l'enquête de recrute que je salue d'ici aussi. Et la deuxième question, c'est une question plutôt administrative, juridique, etc. Donc, je commencerai peut-être par la question juridique parce qu'elle est liée à la deuxième. Alors moi, je suis un haut cadre, un cadre supérieur, et j'étais détaché pendant une période d'une institution publique qui est quand même assez importante vers une autre administration publique qui est aussi importante. Et qui est dirigé par un patron qui est aussi important. Okay, tout le monde est important dans l'histoire. Tout le monde sait, alors sauf moi, je vais vous raconter là. C'est bon ça. Pas mal. Alors le seul qui s'est avéré pas très important, c'est moi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors du coup, avec le patron là de l'institution où j'étais détaché, bon, on n'était pas d'accord sur beaucoup de points, c'est normal vu mon poste. Et un jour, sur un coup de tête, bon, parce qu'on n'était pas d'accord sur un petit dossier là, il m'a envoyé un mail comme quoi j'en ai marre de tes caprices, j'en ai marre de tout ça, etc., etc. Et puis bon, il a demandé à son DRH de mettre fin à mon détachement. Ok. Très bien. Ok, pas de souci. Sauf que en mettant fin comme ça, comme s'il était dans son propre empire. Moi, en revenant à mon administration d'origine, bien sûr, j'ai subi l'impact de la loi. Ça veut dire que je dois revenir à mon ancien poste et du coup, donc je dois régresser de salaire, je dois régresser de beaucoup de choses. Je débarque, bien sûr, dans un petit bureau, dans une petite place à peine qu'on m'a débrouillé parce que bon, je débarque à l'improviste. J'y avais droit, donc l'institution d'origine m'a accueilli les bras ouverts, pas de souci, mais légalement, pas de poste équivalent puisque j'étais un haut fonctionnaire et donc j'ai débarqué dans un tout petit endroit et donc j'ai subi un peu une petite dépression qui s'est avérée beaucoup plus importante et ça m'a affecté énormément, que ce soit sur le plan personnel, sur le plan financier, avec ma famille, avec beaucoup de choses. Et j'ai réussi quand même à faire le pas, à relativiser, etc. Et bon, maintenant ça va, tranquille. Bon, je me suis un peu arrangé parce que je m'épanouis autrement. Mais je me dis toujours, est-ce que cette personne-là ne mériterait pas une leçon? Est-ce que j'ai le droit de l'attaquer en justice? Ça, c'est premièrement.
parce que la manière avec laquelle il a mis fin à mon service, était maladroite. Et j'ai encore la trace de ce mail. Et je peux vous dire que, franchement, la source du stress de beaucoup de cadres supérieurs, ce n'est pas le travail, ce n'est pas le stress, mais les comportements bizarres de patrons capricieux qui se laissent un peu emporter par leur ego et qui font un peu n'importe quoi. Malheureusement, comme ces cadres supérieurs sont d'un niveau intellectuel assez important, ils n'en parlent pas, ils n'aiment pas en parler, ils consomment tout ça dans le silence. C'est un peu contradictoire ce que vous me dites. Ça devrait être le contraire. Non, attendez, je fais réagir Serxol déjà par rapport à ça. Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Bien, c'est Amin. Au fait, parce que s'agissant d'établissements publics, alors ils ont leur statut, et donc votre détachement est régi par ces statuts. Donc, si votre patron a mis fin à votre détachement conformément au statut, malheureusement, vous pouvez pas grand-chose. Alors, le problème se poserait si il a enfreint le statut. Mais si il a respecté la procédure prévue dans le statut en matière de détachement, c'est difficile. Donc, et là, c'est un risque. Chaque fois qu'on obtient un détachement, il y a ce risque. Ça a toujours été ainsi. Du jour au lendemain, il suffit que la direction change pour que la nouvelle direction mette fin au détachement, parce que même votre administration d'origine, quelquefois, il n'est même pas du moins dans la fonction publique, elle ne peut vous recevoir que s'il y a un poste disponible. Alors déjà, ils vous ont reçu à bras ouverts, ils vous ont procuré bien sûr un bureau, pas dans les mêmes conditions qu'avant, le poste non plus, mais ça, c'est le prix. C'est le prix. Malheureusement, vous ne pouvez pas grand-chose. Mohamed Amin. Allô? Juste pour comprendre, parce que là, est-ce que l'administration de détachement peut se permettre de mettre fin sans aucune raison valable? Parce que j'ai signé un contrat, comme quoi la résiliation du contrat, et bien sûr, et peut être fait par l'administration d'accueil sans préavis, avec un préavis, mais je pense que de cette manière-là, c'est un peu, je dirais, c'est abusif. C'est abusif et c'est escroquerie parce que on vous demande avec beaucoup de cérémonies et quand vous débarquez, on vous demande de partir c'est comme si les 10 ans ou les 5 ans ou les 6 ans de votre vie que vous avez mis à leur disposition n'avaient pratiquement aucune valeur. C'est Amin. Alors vous savez qu'en matière de droit social, le contrat, c'est la loi des parties. Et ici, le contrat, c'est le statut. C'est votre statut. Alors si le statut prévoit la fin du détachement sans qu'il soit motivé, vous n'y pouvez rien. Par contre, si le statut prévoit qu'on ne peut mettre fin au détachement que s'il y a un motif valable, là c'est différent. Vous pouvez exiger un motif, à défaut, vous pouvez justement le dénoncer. Mais s'il ne prévoit rien, ça veut dire que chaque partie peut mettre fin au détachement sans qu'elle ait à rendre des comptes à l'autre partie. Et je pense que c'est le cas. Bon. Quelque chose à dire là-dessus, Alexandra? Dans un cas comme Malheureusement, pas beaucoup. Ouais. Ce n'est que beaucoup de grands changements de carrière ont lieu suite à ce type de licenciement souvent. Alors on peut le vivre comme un burn-out, souvent c'est ce qui suit, mais ce qu'il faut savoir c'est que souvent on voit de grands changements positifs après des décisions comme ça qu'on trouve injustes. Donc réfléchissez, faites le bilan sur votre carrière, sur ce que vous aimez pas. Vous me semblez jeune, je pense que l'avenir vous est ouvert, donc profitez-en peut-être pour changer de carrière. Tiens, ça c'est une manière beaucoup plus diplomate et beaucoup plus gentille que ce que dirait notre ami Ali Sarhani qui dirait « Mais reste dans l'entreprise, si tu vas, toi, trouve ailleurs !» Voilà ce qu'il aurait dit. Il a qu'à s'en aller. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. Dernière partie des experts aujourd'hui, si vous venez de nous rejoindre, on parle de vie professionnelle et de droit du travail, on parle du moral des cadres aujourd'hui avec Alexandra Montan qui est avec nous et Serxewol qui est avec nous. Vous connaissez le numéro de téléphone, Nadia est là pour
pour vous répondre et vous passer à l'antenne. On a Hanan au bout du fil. Bonjour Hanan. Bonjour Monsieur Tadlaoui. Comment ça va? Bien? Très bien. Un grand bonjour à vos invités. Merci à vous. Bonjour pour eux. Elle vous dit bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour monsieur. En fait, je vous explique brièvement ma situation. Je suis cadre bancaire depuis presque 2 ans dans une banque de la place. La première fois où j'étais recrutée en tant que directrice d'agence. Donc, après une année, j'ai eu un conflit avec mon N+1, qui est une personne qui est irresponsable, qui a toujours des problèmes avec presque toutes les équipes qui a chapeautées. Donc, en manifestant mon mécontentement et en allant voir le directeur régional, donc ce dernier a pris la décision de me dégrader. Oui. En me mettant comme chargée de clientèle. Cette même personne n'arrêtait pas de m'harceler. Donc, je peux vous mentionner quelques harcèlements, que ça soit côté vestimentaire. En me voyant tout le temps, il n'arrête pas de me dire que je suis une source de problèmes à sa région. En demandant une mobilité, il l'a carrément rejetée. En allant voir les RH de cette banque-là, à ma surprise, ils me disent que c'est un tyran, qu'ils n'ont pas envie d'avoir de problème avec lui. Et donc, la seule solution que j'avais, c'était juste de subir, sinon de gagner un peu de temps, le temps de trouver un autre poste. Donc, en fait, j'ai 2 questions, si vous le permettez. Oui. La première, c'est comment faire pour faire face à cet harcèlement moral qui dure depuis déjà 1 année. La seconde question, est-ce que cette personne a le droit de me dégrader, sachant que quand je suis partie voir les RH, j'étais surprise que j'avais ni de problème avec eux. Ils sont même pas au courant du problème qui est dans sa région. Et je n'ai pas d'avertissement, ni rien du tout. Sachant que, revenant en fait au bonheur au travail et tout, j'aimerais bien mentionner que ça fait presque 2 ans que je suis... je pars voir un psychiatre pour prendre des antidépresseurs pour que je puisse bosser. Et donc, est-ce que, à votre avis, la solution est de quitter carrément ou de prouver cet harcèlement? Et même si je le prouve, je considère qu'on n'a pas réellement de département RH dans cette banque. Donc, j'aimerais bien avoir votre avis. Ok. Alors, c'est Ahmed. Dites-moi, Hanan, vous êtes dégradé. Quand est-ce que vous avez été dégradé? En fait, je ne suis pas dégradée côté papier. J'ai toujours le même poste. Non, mais quand j'ai mes bulletins de paie, j'ai toujours le même poste sur les bulletins de paie. Ouais. Oui. Mais on m'a obligé d'aller dans une petite agence où j'occupe actuellement en intérim le poste de chargée de clientèle. Mais avant, vous étiez chef d'agence, n'est-ce pas? Directrice d'agence. J'avais en fait, pour ne pas mentionner en fait le poste parce que ils vont savoir de quel banque il s'agit. Okay. Et j'avais le profil d'un DA. D'accord. Ok. Bien, parce que pourquoi je vous pose cette question? Parce que lorsque on prend maintenant le scénario suivant, imaginez une personne X qui est directeur d'agence. Alors, suite à un conflit, suite à des événements, etc., cette personne est dégradée et on l'a affecté en tant que chargé de clientèle. Parce que je sais que le chargé de clientèle est coiffé, justement, ça 1+1, c'est le directeur d'agence. Et du coup, c'est une modification, c'est un changement qui intervient d'une façon unilatérale dans la relation du travail. Alors déjà, ce fait-là constitue, si c'est pas justifié, constitue en soi une résiliation abusive du contrat de travail. Si la personne, par exemple, ne peut pas tenir le coup, ne veut pas subir cette situation, elle peut parfaitement démissionner. Et là, on tombe sous le coup de la démission forcée qui est assimilée à un licenciement abusif. Donc, lorsque la personne ne veut pas subir cette situation et qu'elle ne peut pas tenir, elle peut parfaitement procéder à la résiliation du contrat de travail et bénéficier du statut du licenciement abusif avec toutes les indemnités qui sont prévues par la loi. Alors, maintenant, si vous avez déjà accepté ce poste, on peut l'assimiler comme un consentement. Vous l'avez accepté parce que la modification, lorsqu'elle est acceptée par les 2 parties,
elle produit ses effets. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez d'accord de changer de poste. Alors, si on dépasse maintenant ce stade-là, et que vous, comme vous dites, cette personne continue à vous harceler, là, vous pouvez parfaitement user de cette situation, mais encore faut-il être en mesure de le prouver. Le problème qui va se poser, c'est que il faut être en mesure de prouver que vous faites l'objet d'harcèlement psychologique et pression psychologique. Et c'est ça, c'est le problème. Parce que avant c'était plus facile. Le changement, la modification, et c'est un fait. Vous étiez directrice, vous devenez chargée de clientèle. C'est facile de prouver, même par témoin. Maintenant, l'harcèlement, d'abord, il faut que le tribunal accepte et soit d'accord avec vous que tel fait et tel élément constitue bel et bien un harcèlement qui pourrait éventuellement justifier cette démission forcée. Et du coup, vous faire bénéficier du statut du licenciement abusif. Bon, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Alors maintenant, du point de vue légal, ce que vous pouvez faire éventuellement, et surtout si vous n'avez aucune traçabilité, comme j'ai dit tout à l'heure à notre auditrice, il faudrait peut-être commencer par faire un recours à la direction, un recours mais écrit, dans lequel vous relatez justement ces faits-là, cette situation, le fait que vous ayez été dégradé d'abord, sans justification, sans motif valable, et après, ces harcèlements dont vous êtes l'objet aujourd'hui de la part de votre hiérarchie, et vous demandez éventuellement votre mobilité, peut-être la direction accepterait compte tenu de ce que vous allez lui expliquer. Bon, voilà. Et on suit l'affaire, vous nous rappelez, une fois que vous avez fait ça, et puis bon, ben voilà, c'est comme toujours dans les histoires de mise au placard, de harcèlement, de dégradation, ça prend du temps, et puis il faut toujours pouvoir, puis il faut tenir. Alors, mais moi, ce qui me chagrine, c'est qu'à chaque fois, on a des personnes qui se mettent dans des états, et c'est là où je dis, c'est ce qu'on avait dit, vous vous rappelez, à cette auditrice sur le point, qu'on avait suivi pendant plusieurs semaines. À un moment, je lui dis, mais elle avait tenu. Je dis, mais à un moment, c'est la santé qui passe avant tout. Allez, c'est clair. Allez, je sais que c'est dur parce qu'il y a des gens qui peuvent pas, c'est facile à dire, mais parfois il vaut mieux rester en bonne santé pour pouvoir retrouver un autre job, même si on n'en a pas tout de suite, quoi. Mais c'est vrai. Voilà, se mettre dans des états pareils, c'est quand même assez incroyable. On a Abdelil au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour Assidi. Bonjour. Bon, premièrement, moi je veux féliciter tous les cadres de l'Atlantique, la radio Atlantique de Casablanca. Et puis, c'est composé de cadres vraiment intellectuels. Je ne me branche qu'à cette radio. Oh bah c'est gentil. Non, mais c'est un devoir. Je ne me branche qu'à cette radio. Et pour les nouvelles, bon, il y a Cheikh Hamadi, il y a Karim Kroné, il y a etc. C'est très bien organisé, très bien synchronisé. Et la musique aussi, c'est très bien fait. Je ne critique pas les autres radios, mais contrairement aux autres radios... Non. Voilà. C'est radio amie et concurrente, hein, vous inquiétez pas. Non, d'accord. Non, mais j'ai dit que je ne critique pas. J'ai déjà dit a priori, je ne critique pas. Il y a autre chose. Moi, je peux vous raconter une petite histoire en 1 minute. Allez-y. J'ai combien, 1 minute ou 2? Ah ouais, bah voilà, déjà, il dit 1 minute, après ça commence à négocier pour 2. Je vous raconte. Allez, 1 minute 30. Moi, je suis un ex-hôtelier, je n'ai pas brûlé les étapes. J'ai commencé, j'ai étudié à l'école hôtelière d'Agadir 74 et Tanger 75. Et puis, j'ai commencé des stages en Europe. À l'époque, les stages en correspondaient pour avoir, il n'y avait ni visa ni rien du tout. Bref. Ma carrière a commencé au Méridien en 78, 82, puis Casablanca, puis Marrakech, puis le dernier hôtel, c'est le Palais des Congrès, quand même, 18 ans. Mm-hmm. Bon, bref, dans la direction commerciale. Moi, je vous donne une chose, je vais vous parler d'une seule chose, et vraiment, je voudrais qu'elle soit signalée. Dans les hôtels, il y a une accumulation de chaînes étrangères qui arrivent et qui gèrent. Et on dirait que les Marocains ne sont pas de très bons gestionnaires. Ces chaînes de gestion qui arrivent, tout confondu, compris accord, tout le monde, tout le tralala, quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils commencent à faire? C'est trier et commencer à provoquer le cadre et les licencier. Comment ça va? S'il vient de la direction commerciale, il commence par la direction commerciale. Moi, j'ai été
Dans la réforme sociale, et c'est le groupe Accord, c'est le groupe Concorde Lafayette qui est arrivé, ramené par les Koweïtiens qui sont je sens que ça va durer plus d'une minute, cette histoire. Voilà. Grosso modo, j'ai quitté 9 mois avant ma retraite. Ouais. Mon procès a duré 4 ans, j'ai gagné. Au bout de 4 ans. 4 ans. Au bout de 4 ans, mais ça a été bien. C'est long. C'était bien parce que c'était magnifique. Parce que qu'est-ce qu'ils voulaient ? Ils voulaient que je démissionne, etc., mais ils n'ont rien eu. Grâce à Dieu. Voilà, chers messieurs. Et encore, je dis bravo à Atlantique Radio. Vous êtes gentils. Vraiment, ça nous va droit au cœur et je pense que ça va droit au cœur de toutes les personnes qui nous aident à faire déjà cette émission, que ce soit au Fomoda, que ce soit les réalisateurs, les gens qui prennent vos appels, nos experts. Non, nos experts, c'est pas la peine. Ça suffit. Non, vraiment, on prend ça vraiment et on transmet à tous les gens de la radio, que ça soit la rédaction en chef, que ça soit tous les journalistes qui sont là. Vraiment, ça fait plaisir d'avoir ces coups de fil là. C'est ce qui nous donne envie de continuer. Voilà, tous les jours, bien évidemment. On a qui au bout du fil? Ça, c'était juste un témoignage. On a Jawed. Bonjour. Bonjour, messieurs les experts. Bonjour. Bonjour, c'était de Laoui. Bonjour, Assidi. Alors, ma question est la suivante. Une clinique qui recrute un médecin. Oui. Est-ce qu'il est régi par le code de travail qu'on connaît pour tout le monde, avec un contrat CDI, déclaration CNSS, DGR, promotion et autres, ou il est régi par un autre régime ou un autre système puisqu'il est médecin? Voilà ma question. Question simple, directe. C'est un salarié comme les autres. À partir du moment où il est recruté parce que la clinique, c'est un employeur, hein. C'est une personne morale. C'est une personne morale, c'est un employeur comme les autres, et il est soumis au même titre que toutes les entreprises, quel que soit le secteur d'activité, qu'elle soit BTP, agriculture ou artisanat, la clinique aussi, elle est régie par le code du travail, et du coup, le médecin est un salarié comme les autres. Avec un contrat de travail. Avec un contrat en bonne et due forme. Alors, il est soumis aux obligations. Alors, il y a une toute petite particularité, c'est la déontologie médicale qu'il doit respecter. C'est tout. Dans le cadre de l'obligation, justement, en tant que salarié, il est tenu de respecter la déontologie, bien sûr, médicale. Voilà. Mais sinon, même sur le plan disciplinaire... Rien ne change. Rien. Il y a des dispositions particulières pour le médecin du travail. Là, ça n'a rien à voir. Mais là, lorsque un médecin est embauché par une clinique, là, c'est différent. D'accord. OK ? Merci beaucoup, Sir. Merci à vous. Oui, très bonne journée. Merci à vous. Merci à vous. Alexandra, on va peut-être continuer à donner quelques chiffres sur cette étude, parce qu'on a eu 1, les critères, 2, l'état général du moral. Il y a quoi? Il y a un peu de prospective là-dedans sur comment se projettent les gens ou pas? On a fait juste un point, une photo à un moment donné sur le moral des cadres. On a fait un point. Par contre, s'il y avait une question où on leur demandait est-ce qu'ils étaient plutôt optimistes ou pessimistes par rapport à leur avenir, donc on l'a fait plus ou moins, un peu. Laissez-moi juste 2 secondes allez-y. Pour retrouver les chiffres. Parce que c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'ils attendent pour redresser un peu la barre, quoi. Parce que lorsqu'on entend ces chiffres-là, on se dit quand même qu'il y a du boulot à faire pour redresser ou faire remonter le moral. Tous les cadres qui nous ont appelés n'ont pas l'air très très en forme là. Non mais alors faut quand même pas. Alors à chaque fois aux gens qui nous adressent de gentilles critiques, et on est toujours ouvert aux critiques, mais qui nous disent oui. Alors hier j'ai eu un employeur qui m'a dit ouais, c'est ce que les employés qui appellent, et pourquoi vous faites pas des émissions sur les employeurs, etc. Naninana. Ils sont ouverts. Je lui fais un grand bonjour à Aziz qui m'en a parlé hier. J'ai dit il y a aucun souci. Il y a parfois des émissions, on n'a que des employeurs qui nous appellent, mais en même temps nous on a les trains qui arrivent pas à l'heure. Donc les gens qui nous appellent sont des gens qui ont des problèmes. Exactement.
Mais sur des cas, je peux dire qu'on peut être représentatif parce qu'il y en a tellement, et parfois c'est des vagues. On a l'impression qu'il y a des tendances. On a l'impression qu'il y a des benchmarks sur les pratiques managériales. Vous voyez, alors des fois il y a beaucoup de mise en placard. Il y a un petit moment qu'on n'en a pas eu. Alors je me dis, c'est peut-être rassurant. Il y a une accalmie. C'est rassurant. mais cette enquête a soulevé maintenant. C'est rassurant. C'est rassurant. À réveiller le diable. Les indemnités brutes nettes, ça ne bouge pas, ça change pas. C'est malheureusement constant, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir ce que ça peut représenter. Alors qu'est-ce qu'on a de beau là en magasin? Alors justement, quand on leur avait demandé si par rapport à leur avenir chez leur employeur, ils étaient plutôt optimistes ou pessimistes, malgré tout le stress qu'ils peuvent ressentir, on a quand même 44% des bac plus 4 et bac plus 5, tout niveau d'expérience confondu, qui se disent plutôt optimistes. Donc globalement, même si l'avenir est pas très rose, pas forcément, pas pour tout le monde, les gens restent optimistes et pensent que les choses vont s'améliorer. Parce que dans les plutôt pessimistes, ils sont 35% uniquement. Alors, j'ai une question qui vous est adressée, Alexandra. En gros, j'aurais pu vous la poser aussi, c'est: ça marche le boulot? En gros, est-ce que ça recrute en ce moment? Non mais c'est une vraie question, vous êtes recruteur donc. Ah oui, on est en 2018 pour être optimiste et puis là il a plu, alors on se demande est-ce que la machine va reprendre, est-ce que elle est considérée les problèmes de chômage, d'emploi sont des préoccupations majeures. Vous faites partie de ces relais qui peuvent permettre d'avoir une espèce d'odeur de 2018. Il y a des demandes de clients pour recruter des gens ou alors c'est calme? Alors c'est la question qui tombe au bon moment parce que tous les ans en février on fait une analyse un peu de toutes les offres d'emploi qui ont été postées sur recrute.com, qui est, je le rappelle, un média, donc les entreprises postent leurs besoins. Et cette année encore, on a vu les chiffres de nombre de postes ouverts augmenter. J'ai pas les chiffres exacts en tête, mais on a plus de 10 000 postes qui ont été ouverts cette année. Alors il faut savoir qu'on ne fait pas les ouvriers, on est vraiment les gens à niveau bac et plus. Donc il y a eu une augmentation du nombre de postes proposés. D'ailleurs, on le voit très bien dans nos chiffres parce que tous les ans, à la fin d'année, on fait une enquête de satisfaction auprès de nos clients et on leur demande combien de gens ils ont réussi à recruter via recrute.com. Et cette année, donc on a un chiffre qu'on rapporte au nombre d'offres d'emploi et au nombre de jours par an. Et cette année, on a 267 personnes qui ont été recrutées chaque jour sur recrute.com. En 2015, c'était 153 personnes. Donc il y a beaucoup plus de postes ouverts, beaucoup plus de recrutement. Mais maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que le type de population recrutée a changé. On recrute plus de jeunes aujourd'hui. Dès que c'est possible, on recrute des jeunes plutôt que des expérimentés. Ça coûte moins cher. Oui, c'est pour ça que je m'accroche. Oui, accroche-toi. Accroche-toi bien. L'entreprise réfléchit à 2 fois avant de prendre des seniors. Tant qu'elle va pouvoir le faire, elle va prendre des juniors. Et ça, c'est quelque chose qui a changé sur les dernières années. Alors, autant c'est bien et c'est pas bien. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est toujours avoir un aspect tranché, c'est toujours très compliqué. Mais en gros, et ça c'est un gros débat qui peut y avoir même dans les sociétés étrangères, c'est comment mettre à profit l'expertise de ce qu'on appelle des seniors. Je dis ça parce que je passais de l'autre côté, en dépassant la barre des 40, on commence à voir l'autre bout du tunnel, on se considère plus comme jeune. Mais en gros, c'est comment mettre à profit l'expertise des seniors, parce qu'il y a une vraie expertise. Et d'un autre côté, on se dit, je vais prendre des jeunes. On se dit c'est très bien, mais en même temps, si c'est pour les payer pas cher, c'est une autre problématique. Donc là, l'équation, elle est, est-ce qu'elle est si vertueuse que ça? C'est clair que des jeunes, c'est très bien, mais il faut les suivre, il faut les former, il faut les manager, et pour ça, il faut des seniors engagés. Ouais. On a Mariam, bonjour. Allô? Oui, allô? Oui, c'est Dounia. Je vous appelle de Casablanca. C'est Dounia, c'est pas grave, Mariam Dounia, c'est un peu proche. Non, c'est pas proche, désolée. Je plaisante. On vous écoute, Dounia. Bon, j'interviens par rapport aux chiffres qui ont été donnés par rapport à l'optimiste des cadres, ou plutôt des bac plus 4 et bac plus 5. Est-ce qu'on peut préciser l'âge? Parce que c'est très intéressant là de préciser l'âge. La catégorie d'âge, c'est très important parce que je ne pense pas que ça serait le cas pour les seniors ou pour les over 13, c'est-à-dire les plus de 30 ans. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors, c'est une bonne question. Malheureusement, on n'a pas fait le tri croisé avec la question justement sur l'optimisme ou le pessimisme. Mais par contre, on a fait ce type d'analyse par rapport au bonheur au travail, comment les gens se sentent aujourd'hui dans leur environnement professionnel. Donc, on a essayé de creuser un peu pour savoir s'il y avait des populations plus heureuses que d'autres, en tout cas plus épanouies que d'autres au travail. Et en effet, il y a des résultats qui ressortent. Et en particulier, on voit que les plus heureux au travail, en tout cas qui se sentent bien, ce sont les jeunes, entre 0 et 4 ans d'expérience professionnelle. C'est d'ailleurs eux qui ont le plus de fierté vis-à-vis de leur entreprise. Et après, plus on monte, en tout cas, les gens qui sont peut-être les moins épanouis au travail aujourd'hui, ce sont les gens entre 8 à 10 ans d'expérience. Alors, ils sont heureux, mais c'est pas forcément dans le cadre du travail, puisque quand on pose la question dans le travail, c'est des gens qui sont très stressés, très très nerveux. Il faut voir que 8 à 10 ans, c'est là où tout se joue pour votre avenir professionnel. C'est est-ce que vous arrivez à décrocher un poste de direction et de manager ou non. Donc il y a un niveau de stress très élevé pour ces gens-là. Et on le voit, soit ils y arrivent et ils sont heureux, soit ils y arrivent pas et on peut avoir des sentiments négatifs. Par contre, pour les seniors spécifiquement, les plus de 10 ans, alors ce qui est très rigolo et très intéressant, c'est que peut-être que la maturité apprend à relativiser et on voit que les gens qui ont plus de 10 ans d'expérience reviennent dans des chiffres tout à fait corrects par rapport à leur épanouissement au travail. Leur niveau de stress reste élevé, d'ailleurs c'est celui qui est le plus élevé, mais ils restent dans un niveau d'épanouissement qui retrouve des chiffres supérieurs à ce qu'on peut avoir entre les 6 à 10 ans d'expérience. Voilà, Serseour, quelque chose à dire? Non. Rien. Faut s'accrocher, hein. C'est ce que j'essaie de faire. Hein. Ah oui. Pas avoir de crampes en s'accrochant. Voilà. Alors, juste une petite info avant que on ne vous quitte et on se donne rendez-vous pour demain. Demain, on parlera de la copropriété, mais également de la police administrative. On aura une personne de la mairie qui sera là avec Younes Sanibar et avec notre ami Reda Benani d'Akhama où on parlera de copropriété. Je vous donne rendez-vous cet après-midi pour la première de Vue d'en haut, l'émission web quotidienne que vous allez découvrir aujourd'hui en partenariat avec l'économiste, avec As-Sabah et avec Atlantic Radio que vous pouvez retrouver sur le net. Ça sera la première aujourd'hui. On a, vous découvrirez Big, hein, vous connaissez le chanteur Big. Tu écoutes un peu? Oui. Voilà, Big et Mohamed Achawal, le réalisateur du film Al-Hajjat, et qui commente la position des artistes, est-ce que nous aimons nos artistes dans notre pays, et ce en prenant comme référence malheureusement Abdraouf que vous connaissez et qui est dans un état à la fin de sa carrière, voilà, qui doit faire appel aux plus d'instances pour qu'on puisse l'aider. La vraie question c'est voilà, nos artistes pour se soigner. Oui, mais voilà, voilà. Et il y en a beaucoup d'autres. Voilà, ça c'est le sujet de la première émission Vue d'en haut. Rejoignez-nous sur le net, donc votre première émission web quotidienne. 11h58, merci Alexandra d'avoir été avec nous. Faisal. Merci Sermed. Merci à toi. Et garde le moral. Non, tout va bien. On est là. Même si normalement on devrait... Non, tu es avec nous. C'est gentil. Excellent appétit, à demain.